Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition le soir. Les titres. La plateforme orientation de nouveaux bacheliers, la plateforme Campus Seine accessible. Dès ce 15 mai, le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation innove. Abdourahmane Diouf estime qu'il s'agit d'une volonté du gouvernement d'orienter tous les nouveaux bacheliers. Pacte social, le Haut Conseil du dialogue social et le réseau des journalistes en dialogue social vulgarisent le pacte. Ces derniers ont comme objectif de mieux faire connaître le pacte, mais également insister les différents acteurs à respecter la signature du pacte de stabilité sociale. L'Assemblée nationale présente les réformes visant à moderniser l'hémicycle. Plusieurs innovations sont donc attendues. L'Assemblée nationale qui vient également de se doter de son nouveau site. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation annonce l'ouverture de la plateforme Campus Seine, qui est d'ailleurs accessible à partir de ce 15 mai. Pour Abdourahmane Diouf, il s'agit d'une volonté de l'État d'orienter tous les nouveaux bacheliers. Et attends, Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche, est au micro de Babacar Seck. Quel que soit le nombre de bacheliers de cette année, le gouvernement du Sénégal va les orienter dans les universités publiques ou privées. C'est ça la confirmation par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Nous sommes le 15 mai, à 45 jours du bac général qui va se dérouler le 1er juillet. Et le gouvernement du Sénégal a décidé d'ouvrir la plateforme Campus Seine. Donc aujourd'hui, à 18 h, tous les candidats au bac peuvent se connecter sur la plateforme pour commencer à faire leur choix, pour commencer à faire leurs vœux. Pour la première fois, on ouvre la plateforme avant même l'organisation du baccalauréat. Donc cette année, nous avons décidé d'organiser l'Univers Salon, qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin au CICES. Pendant 3 jours, toutes les universités du Sénégal, publiques comme privées, et pour les privés, les écoles qu'ils désirent, mais au moins les 8 universités publiques, les 150 départements qui s'y trouvent, les écoles d'ingénieurs, les ISEP et toutes les écoles privées qui le désirent, vont se donner rendez-vous pendant 3 jours au CICES pour présenter les offres de formation. Donc c'est un processus continu d'orientation entre le 15 mai et au moins 2 semaines après le bac. L'idée, c'est de réussir l'orientation de l'étudiant. Le Haut Conseil du dialogue social et le réseau des journalistes en dialogue social, ainsi que le réseau des journalistes en dialogue social vulgarise donc le pacte de stabilité sociale. Ces derniers veulent que les acteurs s'approprient le pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Mamadou Lamine Dianté et compagnie entendent le vulgariser pour faciliter sa compréhension. Dégalifal et Mafalfal pour le contrat. Le Haut Conseil du dialogue social veut renforcer la compréhension du pacte national de stabilité sociale pour la consolidation de la démocratie du pays. Après la signature du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive le 1er mai, sous la présidence de M. le Premier ministre, les mandants tripartites sont allés à la présidence de la République pour remettre le pacte à M. le Président de la République qui en est le garant. Le Haut Conseil ayant joué un rôle majeur dans ce processus,
a estimé aujourd'hui que nous entamons la phase de vulgarisation de cet instrument. Le président du Haut Conseil du dialogue social invite par ailleurs l'ensemble des acteurs du monde du travail à s'approprier de l'instrument et à respecter les accords conclus en vue d'une amélioration durable du climat social. Aujourd'hui, il y a un retour de la confiance. Nous considérons que, en tout cas c'est l'appel que nous lançons au niveau du Haut Conseil du dialogue social, nous demandons à chacune des parties de faire preuve d'un sursaut patriotique et de travailler à la consolidation de cet instrument qui aujourd'hui, parce que nous avons participé à une rencontre sous-régionale avec l'ensemble des comités de paix, aujourd'hui chacun de ces comités nous demande d'abord partager avec eux le contenu du pacte de stabilité et voudrait voir comment ils pourraient reproduire également cela au niveau de leur pays. La présidente du réseau des journalistes en dialogue social estime que le pacte de stabilité sociale engage également les journalistes. Et notre mission ne s'arrête pas à l'information. Il s'agit aussi de contribuer activement à l'édification d'un climat de confiance. En ce sens, les médias ne sont pas de simples relais d'information. Ils sont des acteurs clés, des facilitateurs de dialogue, parfois même des bâtisseurs de paix sociale. Plusieurs acteurs sectoriels ont été mis en contribution dans le but de vulgariser le pacte national de stabilité sociale pour une paix sociale durable. Je le disais en titre, l'Assemblée nationale présente donc les réformes visant à moderniser l'hémicycle. Ces innovations visant à renforcer la transparence au sein de l'institution et faciliter l'accès des travaux parlementaires aux citoyens. L'Assemblée nationale s'est également dotée d'un nouveau site internet. Khadija Diouf, Emma Falfal. L'Assemblée nationale se modernise. De nouvelles réformes pour plus de transparence et d'efficacité ont été mises en place, d'où une nouvelle politique digitale qui engendre la distribution de tablettes aux membres du bureau de cette institution, le lancement d'un site officiel rénové, la création d'une chaîne de télévision, des réformes saluées par les parlementaires. Je pense qu'elles arrivent à temps. L'institution parlementaire le mérite. Elle le mérite depuis longtemps d'ailleurs. Mais tout arrive à point pour qui sait attendre. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je vous engage, Monsieur le Président, à trouver ces salles fonctionnelles, polyvalentes, pour que nous puissions travailler dans d'excellentes conditions. Ces derniers ont ainsi revendiqué de meilleures conditions de travail. Le président de l'Assemblée nationale a pour sa part promis des véhicules qui seront mis à la disposition des parlementaires. Aujourd'hui, grâce aux propositions du comité, l'Assemblée nationale disposera enfin d'outils clairs, normés et applicables pour assumer pleinement cette mission. Wàllum oto yi dama koy assumer pleinement. El Malick Ndiaye a ainsi parlé d'une Assemblée nationale avec de nouvelles infrastructures modernes. On a le projet à partir de 2026. Nous avons un projet prévu à partir de 2026. Nous travaillons en deux phases. La première concernera l'hôtel des députés, dont l'objectif sera de raser afin d'en construire un plus grand et plus moderne, capable d'accueillir tous les députés. La deuxième phase consistera à ériger une autre tour dotée de salles multifonctionnelles qui abritera notamment la chaîne parlementaire. Le terrain est déjà disponible et les travaux débuteront dès les vacances parlementaires. En principe, si tout se passe bien, dès la vacance parlementaire, travaux vont commencer. Une révision historique du statut du personnel de l'Assemblée nationale, la correction des disparités salariales, une modernisation des bases de l'administration parlementaire, une meilleure reconnaissance des droits et des parcours professionnels des agents, des propositions qui marquent une étape clé pour la 15e législature avec l'ambition d'instaurer un fonctionnement plus efficient et équitable au sein de l'institution. Et puis, structuration du financement des entreprises locales évoluant dans les secteurs des mines et des hydrocarbures. Objectif, rassembler les acteurs
institutionnels, les acteurs institutionnels, les représentants du secteur bancaire et financier et les opérateurs économiques afin d'identifier ensemble des mécanismes de financement adaptés. Il s'agit également de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises dans les chaînes de valeur pétroliers. Je vous propose de suivre tour à tour les explications de Mor Bahoum. Il est le secrétaire technique du Comité national du contenu local et Khadim Bamba Diagne, président du Comité national du contenu local. Ils sont ici au micro de Ndeye Alifal et de Salimane Diallo. L'objectif de l'atelier qui a réuni toutes les parties prenantes dans le secteur du oil and gas et du secteur des mines, c'est de réfléchir sur l'accompagnement du secteur privé national pour les capacités pour pouvoir gagner des marchés dans le secteur extractif. Et un accent particulier a été mis aujourd'hui sur le financement, mais au-delà du financement, sur, disons, l'obligation de faire de sorte que le secteur privé national puisse occuper une place importante dans le développement des projets pétroliers et gaziers, mais également puisse avoir plus d'opportunités de marché dans le secteur, dans la chaîne de valeur, dans le secteur minier. C'est un secteur qui a des exigences, disons, en termes de structuration. Et ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises, c'est un secteur qui est très normé, avec ce qu'on appelle souvent des standards internationaux qu'elles sont obligées de respecter. Et ça, c'est un premier défi. Et faire de sorte que les entreprises respectent ces standards-là pour pouvoir accéder au marché, gagner les marchés, mais pouvoir les exécuter en respectant ces standards, c'est un obstacle, mais un obstacle vraiment sur lequel nous travaillons en termes de formation, de capacitation. Et là, il y a un guichet unique qui est en train d'être mis en place au niveau du secrétariat technique, qui va regrouper toutes les entités étatiques qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, sont actifs dans le secteur, pour pouvoir accompagner les entreprises dans la mise à niveau pour qu'elles soient compétitives. Il nous faut quelque part que cette découverte soit accompagnée par une main généreuse des banques pour que le secteur privé puisse pouvoir lever des fonds. Parce que le pétrole et le gaz, les mines en tant que telles n'apportent pas grand-chose. Ce qui nous permet de gagner dans ces secteurs-là, c'est la chaîne de valeur qu'on peut créer. Et cette chaîne de valeur ne peut être accompagnée que par les banques, que par les sociétés de gestion et d'intermédiation, que par les fonds d'investissement. On a besoin de vraiment tous les outils de financement pour que le contenu local soit une réalité dans ce pays et que les marchés soient captés par des entreprises sénégalaises et pourquoi pas de la sous-région. Lancement de Do, tout premier cloud conçu par des ingénieurs sénégalais. Cet outil est piloté par l'intelligence artificielle Maya. Les autorités magnifient cette initiative qui, selon eux, est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement de faire du Sénégal un hub technologique. C'est ce que nous disent Elisabeth Christine et Moussa Dia. Le Sénégal franchit une nouvelle étape vers sa transformation numérique avec le lancement de DOR, le premier cloud souverain africain. Ce projet local innovant propose une large gamme de services numériques adaptés aux besoins des institutions, entreprises et particuliers. Mais par exemple, sur le service public, DOR peut accélérer, on va dire, la digitalisation. DOR peut l'accélérer, mais aussi DOR peut permettre à ce que tout le service public puisse être accessible H24, 7 jours sur 7. La deuxième chose, c'est vraiment nos données. Donc, où se trouvent nos données? Donc, aujourd'hui, la plupart de nos données se trouvent à l'extérieur du pays. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la donnée, c'est le nerf de la guerre. Et donc, deuxième chose que DOR apporte immédiatement, c'est que les données sont ici au Sénégal. Avec l'agent IA, les usagers peuvent utiliser cet agent, mais en même temps aussi, DOR permet à notre écosystème de pouvoir vraiment accélérer
l'adoption de l'IA. Pour le directeur de l'économie numérique et des partenariats au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ce cloud s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement de faire du Sénégal un véritable hub technologique en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous cochons une case grâce à Cloud D'Or, qui est une des solutions au monde, et même la seule solution au monde qui propose un cloud souverain piloté par une intelligence artificielle. Et ça a été fait par des Sénégalais. Et aujourd'hui, au nom du ministère, au nom du ministre Alioune Sall, je tenais à les féliciter, à les encourager davantage, à faire du Sénégal ce hub technologique, parce que grâce à cette solution, nous pouvons vendre justement nos solutions à la sous-région, au monde entier. D'Or arrive à un moment crucial pour le système universitaire sénégalais. Il répond à un besoin pressant de modernisation des contenus universitaires et de démocratisation de l'accès à l'information pour tous les étudiants. Aujourd'hui, les universités sont en train de faire un travail considérable. D'abord, les archives papier, on en a énormément. Même les professeurs qui donnent les enseignements passent par des documents papier. Nous sommes en train de moderniser justement les universités afin de rendre accessible le contenu universitaire. Que des professeurs donnent des cours en ligne pour non seulement inclure les étudiants de la sous-région, mais également nous assurer qu'il y a une uniformité sur l'enseignement. Aujourd'hui, une plateforme comme Cloud D'Or peut héberger ce genre d'application en 30 secondes. Alors que de base, c'est des use cases qui devaient être hostés en 3 ou 4 mois minimum de déploiement. Fruit du travail de jeunes ingénieurs sénégalais avec le soutien du groupement Orange Service, ce projet 100% local est en parfaite adéquation avec les objectifs de souveraineté numérique prônés par l'État du Sénégal dans le cadre de son New Deal technologique. Digitalisation des entreprises, Invest in Africa et des experts veulent trouver des solutions pratiques et adaptées pour améliorer la gestion des entreprises au Sénégal. Les acteurs veulent également aider les patrons d'entreprises à mieux piloter leur structure. Voici Bokar Ba, il est manager à Invest in Africa. Nous l'écoutons. Au Sénégal et dans la sous-région, l'idée c'est de contribuer aux transformations et à la performance des entreprises, des PME, qui sont le moteur de notre développement. Il faut que nous leur donnions des outils simples, faciles, pour être encore plus performantes, conquérir des parts de marché, embaucher plus de gens, payer plus d'impôts, renforcer la main-d'œuvre locale. C'est un outil qui est formidable pour répondre aux besoins de complexité des entreprises et des PME sénégalaises et de la sous-région, en Afrique de manière générale. On parle de co-construction, c'est-à-dire ce n'est pas une solution ex nihilo, c'est une solution que nous faisons avec les PME pour répondre à leurs problématiques de manière simple, intuitive, robuste, répondre aux problématiques locales, répondre aux ambitions des dirigeants et des dirigeantes, on n'oublie pas, et surtout de respecter la législation, aussi bien réglementaire que la conformité. Donc vraiment, c'est un travail en commun. Ce n'est pas les uns à côté des autres, c'est les uns avec les autres. Je vous réponds absolument. En Mauritanie, par exemple, il y a eu la digitalisation de la vie du détenu mauritanien. Il y a eu un travail avec l'armée mauritanienne. C'est un travail d'intérêt général, j'ai presque envie de dire. Parlons à présent de la recrudescence des accidents sur la route principale menant à Tali Ikotaf. Les habitants de Pikine réclament l'installation des ralentisseurs et un éclairage public. Ils interpellent d'ailleurs les autorités et les invitent à prendre des mesures. Babacar Mbeng, porte-parole des habitants de Pikine Ikotaf, il est interrogé par Mamadou Lamine Fati et Cheikh Magat Mbaye. Effectivement, nous portons cette voix pour alerter, sensibiliser les autorités sur l'insécurité de cette route, sur éventuellement tous ces problèmes d'insécurité que nous notons tous les jours, parce que nous avons nos enfants qui traversent cette route, nos mamans, nos papas, et tous les jours nous notons des accidents, parce qu'en réalité, cette route est longée par des écoles privées et des écoles publiques, et éventuellement les deux marchés, le marché Djibissar et le marché syndicat. Et il y a énormément de populations qui traversent ces routes, surtout nos enfants, et que nous notons qu'il y a toujours des accidents. Et depuis son ouverture, je peux dire qu'il y a énormément d'accidents.
Alors nous alertons sur cette situation parce qu'il n'y a pas quelque part des ralentisseurs qui pourraient éventuellement vraiment diminuer cette vitesse, en tout cas des automobiles ou bien des motos. Nous demandons à l'AGEROUTE, eux qui sont des techniciens et qui ont en tout cas construit cette route, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires en tant que des techniciens, d'évaluer la situation et de nous faire ces ralentisseurs-là. Voilà. À Kaolack, l'école Ndangan 3 a reçu la caravane de la dynamique pour une transition agroécologique, initiatrice de la campagne Je consomme local, un programme qui vise à réduire l'utilisation des engrais chimiques et améliorer les rendements à travers les engrais organiques, mais également promouvoir le consommer local. Seko Diallo Soumbay nous en dit plus. La classe inclusive de l'école Ndangan 3 abritant des élèves non-voyants bénéficie d'une cantine scolaire grâce à l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement Sicodev Africa et son partenaire Umidi dans le cadre d'un projet dénommé Feed Good, bien se nourrir. Des initiatives comme celle de Sicodev à travers l'implémentation, l'accompagnement d'une cantine scolaire à l'intention d'une école inclusive qu'est l'école Ndangan 3, véritablement des exemples comme celui-là gagneraient à être en tout cas vulgarisés pour que les produits agroécologiques puissent trouver un circuit de commercialisation particulier à l'image de ce qu'on appelle le commerce équitable. Une campagne Je mange africain, je consomme local fait face aux défis liés à l'urbanisation croissante, à la diminution des terres agricoles et à l'augmentation des crises alimentaires. Elle entend renforcer la résilience des systèmes alimentaires africains. Celui sénégalais est aujourd'hui marqué par une forte dépendance des importations et une fragilisation des exploitations familiales. Porter plus de 1000 milliards de francs CFA par année pour des denrées alimentaires. Il faut inverser ce modèle de consommation. La Covid nous l'a dit. D'autres phénomènes viendront dans le futur qui nous diront allez-y, travaillez pour votre souveraineté alimentaire, produisez chez vous, consommez chez vous et faites en sorte que ce soit une production durable. Et ça, c'est l'agroécologie qui peut donner ça. L'accompagnement des producteurs dans le domaine de l'agroécologie, une solution pour atteindre la souveraineté alimentaire. Il faut que les organisations paysannes puissent être dotées de moyens. Nous restons à l'école, mais cette fois-ci, c'est dans la banlieue dakaroise où on parle de l'occupation des abords des écoles par les vendeurs. Certains responsables d'établissements prennent des mesures pour encadrer ces activités. Ces derniers veillent au grain afin que les élèves puissent manger en toute sécurité. C'est un sujet de Satoudiba. Dans la commune de Guédiawaye, les abords des écoles primaires sont souvent animés par des femmes qui vendent divers aliments aux élèves. À l'école Cheikh Wade, ex-Pikine 18 de Guédiawaye, le directeur a pris une décision singulière en autorisant certaines femmes vendeuses à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. Ils viennent avec leur argent. Donc de 8h jusqu'à 11h, les enfants sont en classe, le ventre vide. Ceci n'est pas adapté pour des enseignements apprentissage. Le deuxième aspect est qu'après la récréation, nous avons constaté que certains enfants vomissent. Nous ne savons pas là où ils ont acheté vraiment leurs aliments. Beaucoup d'enfants sortent de l'école parce que leurs parents travaillent à côté, donc il faut aller prendre le petit déjeuner et revenir. Fort de ces constats, nous avons essayé quand même d'entrer en contact avec des partenaires comme Plan International qui nous a construit une cuisine, qui nous a doté d'un petit matériel de cuisine aussi. Cependant, tous les élèves ne bénéficient pas de ces services. C'est le cas de Djeyneba Fall, élève en classe de CM2, qui ne mange pas à l'école pour des raisons de santé. Parce que ma mère m'a préparé du temps. Le directeur de l'école a convoqué les parents d'élèves pour leur dire on construit ici une cantine. On avait dit que chaque mois, on paye 500 francs. Non loin de là se trouve une autre école primaire, El Hadj Ahmed Ndiaye Degen. L'adjoint du directeur y souligne un problème récurrent.
On n'a pas de cantine scolaire. Bon, on ne peut pas dire les élèves de laisser à l'école parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas de l'argent à chaque matin. Il faut leur laisser sortir, aller chez eux, récupérer de l'argent pour revenir acheter. Ainsi, à Guédiawaye, les femmes vendeuses jouent un rôle crucial dans la vie scolaire. Entre nécessités économiques et impératifs de sécurité alimentaire, leur présence autour des écoles soulève la question d'un encadrement plus rigoureux de leurs activités dans l'intérêt des enfants. Présentation de l'ouvrage sur la vie et l'œuvre de Abdul Khadr Khan. L'auteur, Mamadou Youri Sall, a voulu faire connaître cet érudit qui a participé à l'expansion de l'islam au Sénégal. Selon lui, les jeunes devraient s'inspirer sur le guide religieux. Amadou Mardialo. La révolution des Torodo de 1776 a été révisitée à Matam. Dans son ouvrage intitulé Abdul Khadr Khan, Mamadou Youri Sall nous replonge dans ce qu'il appelle le vrai projet du Fouta du XVIIIe siècle. L'auteur évoque les grandes lignes de son ouvrage. Là, Abdul Khadr Khan, avec sa génération, c'est l'Afrique qui avait de l'initiative, qui a mis en place un État souverain, indépendant de toute autre autorité qui n'est pas l'autorité choisie. Ils ont décidé de choisir leur chef, ils ont décidé de sécuriser leur territoire en disant pas de domination étrangère, ni maure, ni européenne, en refusant la traite négrière, donc en dessinant un territoire basé sur un État avec des valeurs démocratiques bien connues dont on parle aujourd'hui. Donc, en un mot, c'est vraiment la souveraineté qui revient, qui est au centre, c'est la dignité de tous les Africains, c'est l'Afrique de l'initiative, pas l'Afrique résistante ou l'Afrique dominée. Souveraineté, redistribution des terres ou encore bonne gouvernance, des termes qui existaient déjà depuis le temps de l'Almamia, souligne l'auteur. De souveraineté dont on parle actuellement, toutes les valeurs politiques démocratiques dont on parle actuellement, et tout ce qui est transparence, contrôle du pouvoir par les parlements existait avant. Et sur le plan foncier, c'est Almami Abdul qui a mis en place ce qu'on appelle Beiti, donc la terre qui appartient à l'État, qu'on appelle aujourd'hui domaine national. C'était depuis Almami Abdul. Et jusqu'à maintenant, dans tous les villages du Fouta, vous trouvez des terres qui appartiennent à tout le village, ou bien à toute la région. Donc on peut louer et on récupère l'économie pour le bien de tout le monde. 11 ans après son livre sur le chef de file de la révolution du Fouta, Thierno Souleymane Baal, pour cet ouvrage, l'auteur veut propager ses écrits dans l'esprit de chaque citoyen afin de conscientiser la jeunesse sénégalaise, voire africaine, sur les bienfaits de la révolution des Torodo. Amadou Mardialo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir As Babakar Gueye. Il est le premier vice-président du parti Teranga Sénégal. Il est également chargé des questions électorales de ce parti. À tout de suite.